Je voulais vous dire bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme tout le monde ne pouvait pas venir aujourd'hui, il va y avoir une captation vidéo qui va permettre de pouvoir regarder en direct pour ceux qui ne sont pas là et en replay pour ceux qui pourront regarder. Vous verrez, c'est par rapport à notre événement Facebook. En quelques mots, pourquoi on est là ici ? On est ici parce que notre comité départemental, soutenu par la commission des sports, qui est présente ici, a souhaité rassembler les cavaliers clubs, poneys, amateurs de notre département, ceux qui ont eu les meilleurs résultats en 2022 ou en 2023, afin de pouvoir les féliciter de leurs efforts et de leurs résultats, bien évidemment. Nous sommes ici ce soir parce que nos top cavaliers internationaux, que vous avez vus dans la salle, issus du département, tous en lice pour les Jeux Olympiques, ont voulu aller à la rencontre pour échanger avec chacun, les féliciter et les encourager. Nous sommes ici ce soir parce que le Conseil départemental du 77, très impliqué dans le développement des activités physiques et sportives pour tous, reconnaît et aide régulièrement la Fédération française, met à notre disposition son magnifique espace et sa logistique pour que cette soirée s'inscrive dans la mémoire de chacun d'entre nous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et laisse la parole à Monsieur Roger, le directeur de l'innovation et de la transition énergétique de Brie Picardie. C'est bon ? Voilà, donc moi je ne fais pas partie des cavaliers émérites que tu as cités là tout à l'heure. Je suis effectivement banquier. Et donc je représente le Crédit Agricole de Brie Picardie. Je suis très heureux, au nom du comité de direction que je représente, de vous recevoir toutes et tous, comme on dit. Voilà, merci beaucoup Alain d'avoir organisé cette soirée parce que c'est un honneur pour nous de recevoir autant de cavaliers émérites. C'est très impressionnant, je dis de cavaliers, mais il y a beaucoup de cavalières aussi. Et ça, dans l'univers de la banque, ça change. Souvent, les personnes qui sont dans la salle sont plutôt de sexe masculin et ont dépassé souvent 50-55 ans, comme moi. Et là, c'est la jeunesse, c'est l'esprit sportif. On est tout à fait content d'aller à votre rencontre et de prêter, en fait, pour la soirée, cet espace. Voilà, je suis très honoré aussi de recevoir quelques cavaliers moi, que j'ai eu l'occasion de voir à la télévision. Je pense notamment à Philippe Rosier, qui représente beaucoup de choses pour tout le monde. Tout à l'heure, je crois que j'ai croisé aussi Stanislas, je ne sais pas où il est, et qui... il doit y avoir d'autres cavaliers émérites, mais que je n'ai pas complètement identifiés. En tout cas, je suis très heureux de ça, parce que, en l'occurrence, c'est trois disciplines classiques en fait, de l'équitation, à savoir avec ces cavaliers émérites. Le CSO, le dressage et puis le complet qui sont représentés. Puis ensuite, je sais que les prix vont être remis à des personnes qui représentent bien d'autres diversifications, je ne sais pas comment on peut le dire, en matière de sport hippique. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est aussi que pour moi, en fait, cette soirée, elle représente deux éléments qui sont importants pour une banque comme la nôtre, qui sont la tradition et puis la modernité. Voilà, la tradition, c'est quoi ? En fait, c'est beaucoup la tradition du sport équestre représentée à Fontainebleau, parce que vous êtes un certain nombre en fait à vivre dans cet écosystème, et on est très fiers de pouvoir effectivement compter cette ville dans le territoire en fait de notre banque, et de savoir tout ce qui s'y passe sur le plan de l'équitation. La tradition, c'est la tradition familiale. Je parlais de Philippe Rosier. C'est tout un enchaînement, je pense, de traditions dans votre famille qui a permis d'arriver à ce niveau-là aussi. C'est aussi la tradition militaire, parce que le sport équestre et cette tradition font effectivement aussi bon ménage. Et ça fait partie aussi de l'ADN en fait, de ce sport. Voilà. C'est des mots qui nous parlent beaucoup, la tradition, parce que le groupe Crédit Agricole est un groupe qui s'est développé depuis plus de 100 ans. Et donc, on est très fiers en fait, de créer un lien étroit entre équitation et puis banque, et notamment d'être présent ce soir au travers de l'occasion qui m'est donnée de vous parler. Voilà. Le deuxième point, c'est la modernité, parce que pour nous, en fait, l'équitation, le sport en général,
On appelle ça en fait l'école de la vie. Le Crédit Agricole est présent dans un certain nombre de sports. On accompagne 26 fédérations, dont certaines, voilà, comme le foot ou le judo, où on a vraiment des implications qui sont très fortes. C'est 2000 clubs qui sont aussi soutenus par le groupe Crédit Agricole, et puis c'est 6000 salariés qui sont souvent en fait dans les clubs et puis qui participent à ça. Il y en a un certain nombre d'ailleurs dans cette salle. Je vois Christine Alazard qui est là-bas, mais que tout le monde ne reconnaîtra pas, mais qui fait partie des cavaliers, qui adore ce sport et qui voulait absolument être présente ce soir. Et peut-être que quelques salariés qui travaillaient ici la connaissent, n'est-ce pas Alain ? Voilà. Et donc on est engagé dans le sport, dans l'équitation. Pour la banque que nous sommes, en fait, effectivement, le foot compte beaucoup, avec notamment le support qu'on donne à l'ASC Amiens, mais aussi aux sports de pagaie, qui sont moins connus. On est sponsor, en fait, de la Fédération française de canoë-kayak, sport de pagaie, un peu dur, et dont les épreuves olympiques vont se passer à Vers-sur-Marne, donc sur notre territoire. Donc ça nous fait plaisir aussi de soutenir ce sport, qui n'est pas effectivement forcément le plus populaire ou le plus connu de tous. Voilà, l'équitation, évidemment, avec l'événement Jumbos là, qui se passe à Fontainebleau, qu'on est très heureux de soutenir, évidemment. Et quand je disais, voilà, équitation, école de la vie, ça va plus loin que ça. Pour nous, en fait, c'est aussi, pour nous, comment dire, quand on engage des collaborateurs, on fait attention à cette pratique du sport, parce qu'on sait que ceux qui ont eu affaire à la compétition, dont un certain nombre de personnes ici, c'est forcément le cas, on va les voir sur l'estrade tout à l'heure, hein, je pense, eh bien, on sait qu'ils ont été confrontés à un stress très fort, ils l'ont fait très jeunes, et qu'ils sont engagés, que généralement la discipline est quelque chose qu'ils connaissent, le sport, l'engagement. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de croiser un sportif, pas forcément au niveau international ni national, eh bien on est content, on est heureux, on pense que c'est une opportunité de le recruter, parce que ça fait très bon ménage avec l'environnement professionnel. Donc pour nous, ça c'est une valeur, ces recrutements de modernité. Voilà, et puis il y en a une deuxième très forte, qui est celle de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, qui, comme vous le savez, va complètement changer en fait l'univers économique dans lequel tous les acteurs de l'univers économique travaillent, dont les banques, dans les 10-15 prochaines années, parce que aujourd'hui, demain, il va falloir concilier l'économie avec la vertu. Voilà, et j'en parle pourquoi ? Parce que la RSE, ça fait aussi partie des engagements dans le sport équestre. Je pense notamment au bien-être animal. Je pense notamment voilà, au fait de se ressourcer, d'être proche de la nature, qui sont des valeurs aujourd'hui particulièrement modernes. Et on sait que quand on est un petit peu distancié de ces valeurs-là, eh bien, elles nous manquent très très vite. Voilà. La RSE, c'est la transition énergétique. Et j'en parle aussi parce qu'on va l'accompagner dans le domaine de l'agriculture. Et il se trouve que l'équitation appartient, me rappelait Alain, au régime social en fait de l'agriculture. Voilà, donc il y a toute une feuille de route qu'on est en train de tracer sur laquelle eh bien, voilà, l'agriculture et donc l'équitation vont beaucoup compter. Voilà. Donc je termine rapidement parce que tu m'as dit 5 minutes, c'est ça ? Et on doit être à 5 minutes, non ? Ou un peu plus ? D'accord. Et donc je vous remercie à tous d'être présents. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée des champions. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Thierry, merci pour cet accompagnement et ce soutien. Vous voyez que ce n'est pas un vain mot, le soutien du Crédit Agricole, vous l'avez exprimé. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Madame Fenzar, qui est notre vice-présidente du conseil départemental en charge des sports, et qui va déjà vous présenter une petite vidéo pour vous faire penser aux Jeux Olympiques, si vous voulez vous approcher.
Alors effectivement, ça arrive très très vite, ces Jeux Olympiques. Et comme Monsieur le Directeur, vous le disiez, nous aurons la chance d'accueillir sur la base de verre, sur notre territoire, en tout cas, le canoë-kayak, l'aviron, le para-canoë et le para-aviron. Donc nous en sommes ravis. Mais nous aurons également la flamme olympique qui traversera la Seine-et-Marne. Donc nous sommes également très contents de ce moment que nous pourrons partager avec vous. Donc c'est avec une immense joie que je me tiens à vos côtés pour célébrer la soirée des champions organisée par le comité régional et le comité départemental de Seine-et-Marne d'équitation que je tiens à remercier pour leur invitation. Je remercie également le Crédit Agricole Brie-Picardie de nous accueillir ce soir dans ces superbes locaux et bien entendu pour son soutien de longue date au mouvement sportif seine-et-marnais. Qu'il s'agisse de nos champions internationaux ou de nos champions en devenir, je suis enchantée de voir tant de talents réunis ici ce soir qui montrent au quotidien leur dévouement, leur passion et leur excellence dans le domaine de l'équitation. L'équitation fait partie de l'ADN de la Seine-et-Marne. Notre département est le premier en Île-de-France en termes d'établissement équestre adhérent à la fédération. Nous avons des grands champions et des futurs médaillés ici présents. Nous sommes forts de notre patrimoine équestre avec le Grand Parquet et nous avons de nombreux élus locaux impliqués dans le secteur, à commencer par la 2e vice-présidente du département, Daisy Luxac. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec le président Parigi, impulser une nouvelle dynamique en mettant en place un plan Cheval 77 pour la période 2023-2024, adopté par le Conseil départemental en avril dernier. Grâce à ce plan, que nous avons construit avec la fédération et les comités, nous travaillerons ensemble pour attirer de nouveaux pratiquants et développer le tourisme équestre, la pratique en milieu scolaire et la médiation équine auprès des personnes en situation de handicap. Avec ce plan cheval que nous aurons le plaisir de signer officiellement le 3 juillet prochain, nous concrétisons notre volonté de positionner encore plus la Seine-et-Marne comme une véritable terre d'équitation, au service du rayonnement de notre département, mais surtout au service de nos Seine-et-Marnais et en particulier des plus jeunes. Je remercie les instances fédérales, les athlètes, les partenaires privés et publics, sans oublier les éducateurs, les bénévoles et les pratiquants qui font vivre chaque jour l'équitation en Seine-et-Marne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fenza. Nous ne terminerons pas les présentations sans avoir la voix de la fédération et de ses représentants, et je vais demander à Monsieur Feltes de nous dire quelques mots. Bien. Bonsoir à tous. Et déjà, merci d'être aussi nombreux pour montrer ce que l'équitation représente dans ce département qu'est la Seine-et-Marne. Et je pense que déjà, vous avez applaudi les uns et les autres, je pense que vous pouvez déjà vous applaudir, vous, parce que c'est vous les cavaliers, c'est vous les licenciés, c'est vous les amis licenciés. Je pense que vous pouvez vous applaudir franchement, parce que c'est déjà bien, ça monte la dynamique que vous êtes tous. Et vous avez la chance d'être dans un super département. Merci, Madame la Vice-présidente, pour les bons mots que vous avez prononcés. Pour vous, ça vous a peut-être semblé du baratin. Mais ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas du baratin parce que l'équitation, très souvent, elle est refermée par elle-même et malheureusement, elle n'est pas du tout aidée par les collectivités territoriales. On va parler du foot, ça, il n'y a pas de problème. Construire un stade, ça c'est facile, il y en a dans toutes les villes. Des terrains de tennis, il y en a, c'est normal. Première fédération en France, c'est la fédération de football. C'est logique, maximum de nombre de licenciés. Les efforts des collectivités territoriales sont là. Le deuxième, le tennis. Normal. Mais nous sommes les troisièmes. La troisième fédération sportive par le nombre de licenciés, hein, avant le rugby, avant le judo, avant le basket, avant tous, le golf, et vous pouvez en citer encore tous ceux que vous voulez. On est bien la troisième fédération sportive. Mais par contre, notre fonctionnement, cette équitation d'origine militaire, je vois que Léa est là, mais qu'il y a d'autres militaires, tout ça fait que nous avons été fermés un peu sur nous-mêmes. Et nous aussi, nous n'avons peut-être pas su nous ouvrir aux autres. Aussi, nos origines, je vois qu'il y a pas mal de dirigeants de centres équestres, hein. Je vois qu'il y a Michel Perrin qui est là, qui avait monté son affaire, qui avait été vraiment propriétaire de son affaire, qui avait investi dedans. Donc finalement, il y a très peu de clubs municipaux. Il y en a un peu, mais il y en a très peu. C'est l'affaire de chacun. Donc du coup, on est resté un peu à l'écart. Aujourd'hui,
heureusement, les collectivités territoriales, effectivement, viennent commencer à discuter avec nous, et c'est un excellent exemple que la Seine-et-Marne. Alors bien sûr, la Seine-et-Marne, je me suis entretenu avec votre président qui m'a dit « Oui, vous allez me parler de Fontainebleau ». Effectivement, il y a un stade équestre en Seine-et-Marne qui est Fontainebleau. Malheureusement, l'État n'a pas choisi d'y faire les Jeux Olympiques, et sachez qu'on le regrette, parce qu'au moins, il y aurait un stade équestre qui resterait, tandis que Fontainebleau, vous savez combien, hein, 70 millions d'euros. On était à 20 millions. Le dernier chiffrage, c'est 70 millions d'euros de faire les Jeux Olympiques à Versailles. Comme un château de cartes, on souffle et tout sera par terre, hein, pour quelques jours de compétition. Hein. À Fontainebleau, au moins, il en restera quelque chose. Philippe s'était battu là-dessus il y a quelques années, Philippe Rosier, que vous pouvez applaudir parce qu'on a aussi tous les champions qui sont là. Merci à eux. Eh bien, il serait resté quelque chose, malheureusement, ça n'a pas été le choix. Toutefois, en Seine-et-Marne, non seulement vous avez le Grand Parquet, mais maintenant vous avez une collectivité territoriale qui est le département de Seine-et-Marne, qui véritablement s'engage pour le cheval sous toutes ses formes. Et là, vraiment, Madame la Vice-présidente, je vous remercie. Vous transmettrez mes remerciements à Monsieur le Président. Bravo pour effectivement ce que vous avez prévu de faire pour ce plan cheval qui va être signé avec le comité départemental d'équitation, Alain Bohan. Tout ça pour développer l'équitation sous toutes ses formes. Et pour ceux qui ont moins de chance, pour le handicap, pour tous, pour les familles, je crois que c'est extrêmement important. Alors, si j'ai bien compris, ce soir, on est quand même là pour parler de vous et pour parler de sport. Effectivement, je vois tous ces trophées, et Dieu sait qu'ils ont l'air nombreux, donc ça veut dire qu'on va récompenser beaucoup de monde, Alain. C'est bien ça. Hein. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais effectivement, on m'a préparé quelques chiffres, je vais vous les donner. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'épreuves qui ont été courues en 2022 en Seine-et-Marne? Dites-moi un chiffre, quelques-uns d'épreuves. D'équitation, hein, je parle. « 5221 épreuves. Donc ça vous montre ce que représente l'équitation en Seine-et-Marne. 5221 épreuves courues. Avec combien de cavaliers différents? Seine-et-Marnais, hein, j'imagine. Il faut se lancer. Hein. Sortez un chiffre. Non, pas 80 000. Il n'y a pas 80 000 licenciés en Seine-et-Marne. Alors, il faut peut-être que je vous redonne le nombre de licenciés. Il y a combien de licenciés en Seine-et-Marne? Un peu moins de 20 000. Eh bien, il y a 11 572 cavaliers différents qui ont participé à des compétitions d'équitation en Seine-et-Marne. Ce qui vous montre l'importance, hein, du sport équestre en Seine-et-Marne, issu, alors ce n'est pas que de Seine-et-Marne, parce que bien entendu, les compétitions de Seine-et-Marne attirent aussi des cavaliers de l'extérieur. Hein, elles sont ouvertes à tout le monde. Hein, mais ça montre quand même l'importance de la compétition. Avec un nombre de clubs très important, parce que ça fait 966 clubs différents qui ont participé à des compétitions en Seine-et-Marne. Ce qui veut dire aussi que ce n'est pas forcément que des clubs seine-et-marnais, mais qui veut dire aussi qu'il y a une activité économique derrière l'équitation, puisque ces gens-là qui sont venus en Seine-et-Marne, ils ont consommé en Seine-et-Marne, ils ont participé à des compétitions, mais ils ont mangé, ils ont peut-être dormi aussi, et puis peut-être qu'ils viennent y passer des vacances. Donc tout ça, ça montre l'importance de l'équitation. Moi, je ne vais pas être plus long, je veux simplement vous féliciter pour votre dynamique, les uns et les autres, le comité départemental, le département, les acteurs économiques, je sais qu'ici nous sommes au Crédit Agricole, si j'ai bien compris, qui est partenaire, hein, de l'équitation, merci monsieur le directeur, les clubs, je vois qu'il y a un certain nombre de dirigeants, mais vous aussi les cavaliers, c'est vous qui, tous ensemble, faites cette dynamique de l'équitation Seine-et-Marne. En un mot, bravo, continuez, ensemble, on est toujours de plus en plus forts, bravo. Merci beaucoup Emmanuel, merci pour ces propos qui nous vont droit au cœur, compte tenu des efforts que les uns et les autres on a pu fournir. Aujourd'hui, on vous l'a dit, les cavaliers de club, amateurs, poneys, vont à la rencontre de nos top cavaliers français. Et ce qu'on vous a proposé, conduit par Béatrice,
Fletcher, que tout le monde connaît. Je ne vous ferai pas l'injure de vous la présenter. Elle est journaliste à l'Éperon, elle a rédigé de nombreuses choses, elle est spécialiste de l'histoire de la fédération, puisqu'elle en a écrit une grande partie. Elle va accueillir ici nos top cavaliers et sous forme de questions-réponses, nous allons animer ce petit quart d'heure qui sera plutôt 3 quarts d'heure. J'espère que vous avez préparé vos questions comme je vous l'avais demandé, mais elle va vous aider, vous inquiétez pas. J'invite d'ores et déjà nos champions, c'est-à-dire Philippe Rosier, Camille Judet-Chéret, Stanislas Dezukovic et Donatien Choly à bien vouloir venir sur scène. Merci, et je pense qu'on peut les applaudir. Asseyez-vous. Alors, pendant qu'ils prennent place, en fait, je voulais juste dire... Vous avez chacun un micro ? Ouais. Je voulais simplement vous dire un tout petit mot. On est tous ici parce qu'on partage la même passion du cheval. Et il y en a certains parmi vous, vous êtes déjà des champions à votre niveau local, régional ou national. Ici, on a des champions internationaux. Mais je voulais quand même pointer du doigt quelque chose qui apparaît sur scène, c'est-à-dire qu'on a ici 2 filières d'accès au haut niveau qui sont un tout petit peu différentes, mais qui mènent aux mêmes performances, à savoir Donatien Choly en complet et Stanislas Dezukovic également, qui ont suivi, eux, la voie militaire pour accéder à ce haut niveau. Donc, et puis on a aussi d'un autre côté Philippe et Camille qui, eux, sont issus du sérail, qui ont des parents issus du sérail, etc. Donc je voulais un tout petit mot sur, en quelques mots, un résumé, comment fait-on? Est-ce que c'est possible parmi ceux qui sont là? Est-ce qu'on peut rêver ou pas d'accéder au haut niveau par la voie militaire? Donatien et Stanislas. C'est tout à fait possible, effectivement, de s'engager et d'espérer, de rêver au haut niveau, surtout dans la discipline du concours complet, puisque le concours complet, c'est quand même la base de l'épreuve militaire. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'armée recrute, hein. Donc c'est ouvert à tout un tas de jeunes qui ont un peu d'expérience dans la compétition, quelle que soit la discipline, mais si on rêve de haut niveau, c'est plus dans le concours complet. Voilà, donc en fait il y a une formation à suivre. Donc ça c'est la partie un peu la moins rigolote, parce qu'il faut quand même suivre une formation spécifique à l'armée, comme j'ai pu le faire moi en tant que sous-officier, avec un passage à Saint-Mexan à l'école d'environ 8 mois avant de pouvoir intégrer l'école militaire d'équitation, où après on peut être formé pour la discipline du concours complet. Je précise que bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas, les sports équestres militaires, la maison mère est située à Fontainebleau, donc Seine-et-Marne aussi. Un tout petit mot peut-être, Stanislas, sur le cadre noir dont tu as fait partie pendant des années. Oui, donc on parlait de Fontainebleau qui est la maison mère de ce système, et une fois que vous êtes rentré dans ce système, vous pouvez ensuite être muté soit dans différentes sections équestres partout en France, soit à l'École nationale d'équitation où j'ai eu la chance d'aller pendant 3 ans, et donc pour pouvoir passer les différents examens d'instructeurs et pour y faire de la formation et des galas et prendre de l'expérience qui sera ensuite profitable pour la suite. Alors un petit mot maintenant, Philippe, sur évidemment, vous êtes chez les Rosiers, vous êtes champion olympique de père en fils, c'est quand même assez extraordinaire. Donc quelle a été, est-ce que tu peux nous résumer une vie, hein? Voilà, et ton oncle aussi, voilà. Est-ce que tu peux nous résumer quand tu as commencé quand tu avais, j'en suppose, 3 ans ou quelque chose comme ça, ou peut-être même avant. Voilà, oui, exactement, oui, le bataillon de Joinville à l'époque. Voilà. Voilà.
Et donc, toute cette vie, ça a toujours été une évidence pour toi de consacrer ta vie aux chevaux. Évidence, je sais pas, j'ai pas le choix. D'accord. Je suis né dans une écurie, au milieu des chevaux, mon grand-père a appris mon père Parot. Oui. Toute la famille a monté à cheval. Ce sont nos pères, mon oncle, enfin mes oncles, Michel Parot aussi. Et puis moi, par la force des choses, on a fait des études à cheval. Voilà, c'est ça. Enfin, visiblement, tu n'as pas regretté parce que tu y es toujours. Donc, Non, non, je ne regrette pas, c'est une belle vie, c'est une passion. Et vivre de sa passion et accéder au plus haut niveau, je pense que c'est vrai pour beaucoup de jeunes. Je suis passé par là. d'accord. J'ai cette chance. Ok. On est conscient. Ok. Alors, on va faire une petite interruption dans la présentation parce qu'on va parler des absents. Oui, parce que les six mousquetaires, ils sont 4 ce soir. Voilà. Je précise que c'est une performance de réussir à avoir 4 cavaliers de ce niveau en semaine dans un lieu qui n'est pas un terrain de concours, parce qu'ils ont des programmes de folie. Hein, Philippe, il vient de rentrer de Grimaud, il y repart demain. Camille, dès qu'elle a fini ici, elle part à Rotterdam en concours international, rejoindre justement Corentin Potier, son compagnon et partenaire aux écuries de Panfou dressage. Et donc Corentin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, nous a concocté un petit message vidéo que je vous invite à regarder. Bonsoir à tous. Je ne suis malheureusement pas présent ce soir avec vous. Je serai à l'heure de la diffusion de cette vidéo, je l'espère, bien arrivé en Hollande, à Rotterdam, où j'aurai la chance de représenter la France dans la Coupe des Nations de dressage. Je tenais tout d'abord à remercier et à féliciter Alain Bohan, toute l'équipe du comité départemental d'équitation de Seine-et-Marne, ainsi que le Crédit Agricole Picardie, pour l'organisation de cette soirée et l'excellente initiative qu'est cette soirée en l'honneur de nos champions. On présente ce soir devant vous des grands champions qui, comme vous, ont su être performants dans les catégories amateurs, jeunes, poney, club, et qui, de ça, ont su gravir les échelons et aller toujours plus loin dans leur recherche de l'excellence et dans leur performance sportive. Et il faut se l'avouer, les Roger Yves, Philippe, Camille, Donatien, Stanislas de demain, c'est vous. C'est vous qui ferez en sorte que la Seine-et-Marne continue d'être un si grand département d'équitation et un si fort vivier de talents. Donc bravo à tous, merci à tous et à bientôt. Alors, Bosti, que tout le monde connaît sous son surnom, bien sûr, aurait été ravi de venir, mais sélection olympique ou présélection olympique exige. Il a eu un rendez-vous de dernière minute avec le sélectionneur national qui ne lui a pas laissé le choix d'assister à un regroupement ou à une réunion, etc. Donc, il regrette beaucoup de ne pas être là. Mais il vous félicite tous, en tout cas, pour vos performances. Et voilà, donc on regrette évidemment qu'il ne soit pas là, mais on le retrouvera certainement un jour sur un terrain d'ici très peu de temps. Bon, alors j'en profite pour revenir à Camille, parce qu'il y a aussi quelque chose que je voulais mettre en lumière ce soir, en dehors des circuits qui mènent au haut niveau. C'est ce qu'on peut appeler, ce que la fédération d'ailleurs nomme toujours le double cursus études et sports. Et Camille en est une excellente illustration, de même que Corentin d'ailleurs, parce qu'ils ont tous les deux mené des études supérieures avant de décider de se consacrer complètement à l'équitation de manière professionnelle. Alors Camille, je voulais savoir si le fait de faire des études supérieures, c'est un plus pour ensuite faire de la compétition de haut niveau et gérer un établissement. Oui, alors effectivement, Béatrice, moi je suis, comme Philippe, je suis du Sérail, je suis enfant de professionnels, mes parents en écurie de dressage, à côté de Fontainebleau, et j'ai commencé toute petite, ma première sélection en équipe de France était à 12 ans à Poney, et j'avais
pas du tout prévu de faire une vie professionnelle dans les chevaux. Après mon bac, j'ai fait Sciences Po et j'avais prévu de garder l'équitation et le dressage comme un loisir, alors en participant à des compétitions internationales, en étant sélectionnée en équipe de France, mais c'était pour moi un peu secondaire, en tout cas comme activité dans mes projets de vie. Et puis finalement, voilà, les choses ont fait. La rencontre avec Corentin aussi, qui en était à peu près au même endroit dans son parcours, ont changé les choses. Et je regrette pas du tout ce choix. Je regrette pas d'avoir eu une vie normale pendant quelques temps aussi d'étudiante et d'étudier à l'étranger, de rencontrer des gens d'horizons différents, parce que c'est vrai que Emmanuel Feltes le disait tout à l'heure, dans plein d'aspects de notre métier, c'est vrai qu'on peut se refermer un peu sur nous-mêmes, et c'était une expérience très intéressante et très enrichissante, je pense, parce que on parle ce soir de l'aspect sportif, mais il y a un aspect entrepreneuriat. On est cavalier de haut niveau, mais on gère aussi des entreprises, et je pense que ça a été une expérience très enrichissante de s'ouvrir à un horizon plus large en faisant des études en dehors du monde équestre. D'accord. Merci Camille. Alors un petit point que je voulais souligner aussi, puisqu'on a la chance d'avoir des champions, c'est, je vais vous demander à chacun de me dire un petit mot sur le sujet, l'importance de l'environnement et de l'entourage des cavaliers. Alors ça commence au plus petit niveau avec peut-être la maman qui vous emmène au poney club pour le premier baptême, et après ça, je dirais, ça évolue avec la famille qui s'implique, ensuite le coach, les propriétaires, les partenaires, la préparation physique et mentale, entre autres, hein. Donc il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui font un champion. Alors, qui veut dire un petit mot là-dessus ? Ouais, effectivement, d'avoir tout un staff pour nous accompagner au quotidien à l'entraînement et en compétition est très important. Moi, j'ai eu la chance j'ai eu mes parents qui étaient dans le milieu, qui montaient en concours complet, donc j'avais une partie, un encadrement qui était très, très ciblé, qui était très millimétré dès mon plus jeune âge, qui m'a aidé en fait à avoir une rigueur qui m'a permis de faire des belles épreuves assez tôt et d'intégrer un circuit d'épreuves juniors et jeunes cavaliers. Ce côté en fait encadrement, il est très important parce qu'en fait il va apporter de la confiance, et je pense que quelqu'un qui arrive à avoir des résultats en compétition, c'est quelqu'un qui a un minimum de confiance en soi. Et moi, justement, en rentrant après dans l'armée, j'ai cherché à étendre un petit peu ce côté d'encadrement. Donc en fait, là, il y a eu tout un tas de personnes. Ça va de mes chefs qui m'ont accompagné, aux personnes qui ont travaillé avec moi, les personnes très proches, c'est les soigneurs, les différents coachs que j'ai pu avoir dans les différentes disciplines. C'est des rencontres. C'est la famille aussi, forcément. Donc voilà, tout ça, ça met en place tout un groupe de personnes assez importantes au final. Il faut savoir le gérer aussi à un moment donné, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un certain moment ou dans certaines compétitions, il y a vachement de personnes qui peuvent être proches de nous à ce moment-là. Mais ça, le climat de confiance est très important. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai cherché en tout cas à mettre en place assez vite. Alors je m'adresse à Philippe pour ce qui est des propriétaires, parce que tu as quand même une particularité d'avoir une longévité dans ta relation avec certains propriétaires qui est, on peut considérer comme exceptionnelle. Comment on arrive à ça ? Je crois que c'est très simple, c'est la confiance, de dire les choses. Après, si un propriétaire n'accepte pas qu'on puisse l'appeler, dire qu'on a fait 4 points, qu'on a monté, c'est bien compliqué, je pense que c'est pas bien. Moi, en ce qui me concerne, j'essaie d'être le plus possible dans la transparence avec mes propriétaires, dans le bon comme dans le mauvais, et de pouvoir appeler dimanche soir en disant j'ai mal monté, ça n'a pas été, c'est de ma faute, j'ai qu'à travailler plus, ou en tout cas assumer surtout ses erreurs. Et puis parce que quand on gagne, c'est facile, tout le monde est
le travail qui n'est pas bien fait, tout simplement, je parle sportivement parlant, bien sûr, et puis on rend de la confiance, d'être le plus simple possible. Il y a une chose, alors en tant que journaliste, je me permets d'ajouter un tout petit point, c'est la communication. Parce que à chaque fois qu'on interviewe les cavaliers, en général, ce qui m'est arrivé des milliers de fois, c'est est-ce que vous avez des partenaires, des sponsors à citer, des propriétaires que vous les remerciez, etc. Ça ne vient pas automatiquement chez les cavaliers, ça c'est très dommage. Donc je voulais vous inciter véritablement, chaque fois que vous en avez l'occasion, à les citer et à les remercier. Et les organisateurs. Exactement. Que ce soit n'importe qui, quand vous allez dans une compétition, vous savez que c'est difficile d'organiser une compétition ou faire un événement, juste d'aller voir l'organisateur à la fin et dire merci, et où on arrive, on va lui dire bonjour. Oui. Et voilà, ça apporte beaucoup de choses. Voilà, je pense que c'est une base qui est très simple. Essentiel. Oui. Alors je me tourne vers Stanislas parce que il a mis en place une recherche de partenaires pour aller vers les Jeux Olympiques, JO 2024, etc., etc. Est-ce que c'est compliqué de trouver des partenaires? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions pour les convaincre? Alors oui, c'est assez compliqué, donc je vais passer parmi vous. Si ça vous... Non, moi j'ai eu l'avantage et l'inconvénient. Enfin, je connais les différents systèmes, c'est-à-dire que j'ai débuté dans le système militaire, où vous êtes grosso modo salarié, vous n'avez pas de propriétaire à qui rendre des comptes, entre guillemets, même si forcément on a toujours des comptes à rendre, mais on n'est pas obligé de prendre le téléphone le dimanche soir, en expliquer pourquoi on a fait 4 points et qu'il ne faut pas changer le cheval d'écurie, etc., etc. Pour ensuite devenir civil, puisque je suis civil maintenant depuis quelques années, et avoir effectivement cette relation avec les propriétaires où il faut une relation de confiance, comme disait Philippe, de transparence. Les chevaux, c'est un gros investissement, c'est un sport qui coûte cher, et en France, on n'a pas forcément cette culture de, comme il peut y avoir en Angleterre notamment, de garder les chevaux pour le sport. On a souvent des gens qui sont capables d'investir, mais pour avoir une plus-value ensuite, etc. Et ça, c'est notamment beaucoup le cas les années précédant les Jeux Olympiques. Le mercato en ce moment est très actif. Et donc, il faut avoir un entourage qui est capable de résister à ces pressions-là, aux pressions sportives, mais aux pressions économiques, et arriver à trouver justement un équilibre avec des gens qui veulent bien nous investir avec nous, mais en respectant notre projet et notre façon de faire. Il faut pas se vendre à tout prix pour avoir un tapis en plus. Il faut vraiment que nous, on puisse rester concentrés sur notre façon de faire, et c'est ce qui est censé faire notre force. D'accord. Merci Stanislas. Alors un petit mot, on a évoqué quelques éléments qui constituent l'entourage, l'environnement du cavalier. Je voudrais demander à Camille comment elle gère tout ce qui est préparation physique et mentale. Alors, je pense que c'est un aspect indispensable. Nous, on a commencé avec Corentin depuis 7 ou 8 ans. On a une coach physique. Si on parle de l'aspect du cavalier, parce que je pense que l'aspect cheval est maintenant assez évident pour tout le monde, et c'est tant mieux. Nous, on a une coach qui vient 3 fois par semaine à la maison. Corentin nous a construit une magnifique salle de sport. C'était un projet qui lui tenait à cœur, parce que c'est vrai que c'est une partie très importante de notre préparation. Donc, on se fait torturer avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance 3 fois par semaine. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi à nos chevaux, d'être en forme physiquement et d'être préparer autant que ce qu'on leur demande à eux, d'être prêts, de fournir autant d'efforts. Évidemment, le deuxième volet, c'est la préparation mentale. J'en parle souvent avec mes élèves, certains sont là ce soir, ça je pense que c'est vrai à tous les niveaux, et c'est vrai quelle que soit l'expérience, ça ne s'améliore pas avec le temps. Donc si vous vous dites qu'il y a des aspects sur lesquels il faut travailler sur votre mental pour optimiser vos performances en compétition, certes l'expérience va aider, mais les problématiques restent les mêmes, et je pense que ça c'est
finalement, c'est aussi un métier et il y a des professionnels qui peuvent accompagner. L'entraîneur n'est pas toujours à la bonne position pour le faire, ou en tout cas à des limites, parce que ce n'est pas forcément son domaine de compétence et parce qu'on ne peut pas toujours être présent sur tous les tableaux pour accompagner nos élèves. Donc je pense que d'avoir un accompagnement parallèle sur à la fois le physique qui va vous améliorer énormément comme cavalier. Là, je parle en tant qu'entraîneur. Très souvent, on va corriger des choses dans la position du cavalier. En fait, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas corriger à cheval et qui vont être corrigées beaucoup plus facilement à pied. Et pour le mental, c'est pareil. Je pense que l'entraîneur, évidemment, joue un rôle très important, mais que d'avoir une personne aussi extérieure, un œil extérieur, ça peut vraiment aider à passer des caps. Je sais pas, on est dans le timing. Encore une petite question. Je voulais simplement demander. Oui. Juste un petit conseil pour devenir un champion. Vas-y. C'est de la rigueur, surtout beaucoup de sacrifices. Parce que on prend cheval, on vit cheval, on dort cheval. Ouais. Ça, t'as pas le choix, de toute façon. Sinon, tu peux pas aller au bout de ton rêve. Ça, pour moi, c'est la base de notre sport. Attention, on reste quand même bien dans l'équitation. Je crois que c'est ça, c'est d'être à 200% cheval, je pense. Voilà, tout simplement. Penser cheval. Oui, je pense qu'il faut aussi s'écouter vraiment, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut être très entouré, très conseillé, souvent beaucoup, quelquefois trop même. Et au bout du compte, c'est vous sur votre cheval. Donc écoutez vos sensations, écoutez votre motivation. Et même si vous n'avez pas le style que vous aimeriez, je pense que Rafael Nadal, on n'enseigne pas sa manière de jouer au tennis, pourtant il a le niveau qu'il a. Et donc même si Bosti n'est pas là, mais c'est exactement le même cas, on ne va pas enseigner la manière de monter de Bosti, pourtant il a les mêmes performances que d'autres cavaliers qui montent très différemment. Donc voilà, gardez votre façon de faire et votre motivation. Camille ? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de viser trop haut. Je pense qu'il faut jamais avoir peur. Souvent, on a des élèves qui viennent prendre des cours avec nous. Je pense que c'est le cas avec tout le monde qui dit ça faisait longtemps que je voulais venir, mais j'osais pas. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'un trop bon cheval. C'est aussi parce qu'on a rencontré des bons chevaux au bon moment qu'on en est là où on en est. C'est aussi parce qu'on a rencontré les bons entraîneurs. Et je pense qu'il ne faut pas être intimidé. Il faut aller vouloir toucher le soleil, quoi. Et ça, je pense que c'est un bon conseil. Il faut être certes ambitieux, mais à la fois il faut rester assez simple. Et puis surtout, humble, tu veux dire, ou simple parce qu'en fait c'est tellement compliqué que parfois on se torture un peu le cerveau pour essayer de toujours faire plus, mieux, aller un peu plus loin. C'est l'idée de se surpasser. Mais l'équitation est assez finalement compliquée pour garder à l'esprit et garder les choses le plus simple possible pour permettre d'avancer sereinement, progressivement, en respectant ce que le cheval est capable de fournir. Et parfois, finalement, ça passe pas tout de suite en un clic, en 6 mois, 1 an, mais nous, on le voit en tout cas en concours complet, des chevaux, des couples qui passent le cap au bout de 3, 4, 5 ans. Donc voilà, mais il faut avancer simplement. D'accord. Bon, voilà quelques conseils quand même importants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? Non ? Vous n'osez pas, ou on a tout dit, ou... Vas-y. Qui a vu aux Jeux Olympiques un jour, lever la main, qui a ça dans sa tête, tu as le droit de rêver. Il faut rêver des jeunes. Ah, voilà. Il y a des mains qui se lèvent, hein, il y a des mains qui se lèvent. Ça, c'est une question, moi, qui m'intéresse. Parce que si vous ne rêvez pas, vous n'arriverez pas. Voilà. Et c'est bien de lever la main. Vous avez une question ? Oui ? Non ? Ok.
Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des performances déjà qui méritent d'être soulignées? La preuve, on est là pour ça. Mais est-ce que vous vous sentez extrêmement loin du haut niveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'imagine assez facilement arriver au haut niveau, à condition de trouver évidemment les conditions, les chevaux, les propriétaires, les conditions financières, etc. Est-ce que ça fait partie de vos rêves? Oui? Non? Ils sont timides, hein? Alors attends, on va lui donner le micro parce que là... Je précise que c'est Marina Josten-Dupont qui est une longeuse, entraîneuse de voltige du plus haut niveau depuis combien d'années, Marina? 30 ans? Voilà. Voilà, donc elle sait ce que c'est que le haut niveau. Alors vas-y, on n'a pas entendu. En fait, le haut niveau, oui, c'est le point à atteindre. Mais bien sûr, toutes les disciplines n'y sont pas. Donc pour les jeunes, c'est vrai que pour eux, c'est un but d'y aller. J'aimerais bien que les disciplines équestres y participent. Mais c'est toute la même chose dans le travail et dans l'ambition et dans l'envie d'y aller. D'accord. Je parle un petit peu pour tous parce qu'ils sont tous regardés à bien, mais Oui. c'est pas trop. Voilà, c'était un sacré travail, des choses extraordinaires, des athlètes extraordinaires et un travail de fou. Merci Marina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, hein, vous les avez quand même pas tous les matins face à vous là. Hein. Alors, tiens. Oui, Camille a dit que vous avez eu la chance de croiser les bons chevaux au bon moment. Comment on fait? Il faut avoir beaucoup de chance. Et je pense que on n'est rien sans un bon cheval. Et aujourd'hui, on pourrait avoir 4 autres personnes assises ici très facilement qui auraient eu cette chance-là. Voilà, on n'est pas meilleur cavalier. C'est sûr, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'efforts. Mais je pense que sans nos chevaux, on n'est rien. Je pense qu'il faut aussi savoir saisir les opportunités. On parle de 2 cavaliers ici qui ont choisi la voie militaire parce que c'était une voie à un instant T qui leur permettait, soit par une étape, soit pour toute leur carrière, d'avoir accès aux bons chevaux. Je pense que ça peut aussi vouloir dire d'avoir une certaine flexibilité et de pouvoir... le bon cheval, il ne va pas forcément arriver là où on l'attendait et pas forcément dans le système dans lequel on était. Et je pense qu'il faut toujours garder les yeux ouverts. Il faut aussi prendre des paris. On ne commence pas toujours avec un crack et puis parfois on passe du temps sur un cheval plus normal ou sur des chevaux que d'autres n'attendaient pas. Et puis parfois le travail paye. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. J'aimerais bien vous en donner une, mais c'est pas si facile. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, il faut rester. Je pense qu'en s'entourant déjà des bonnes personnes, c'est aussi les gens autour de nous qui font que peut-être ces opportunités se présentent. Donc c'est aussi là l'importance, on l'a dit, de l'environnement qui gravite autour de chaque cavalier. Merci beaucoup. Juste une toute petite question. Moi, je voulais juste aussi te répondre par rapport au jumping. Là, on a une réponse dressage. Je crois qu'on a un circuit jeunes chevaux qui est formidable en France. On a un élevage qui est formidable en France. Il ne faut jamais l'oublier. On a cette chance parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'élevage. Et moi, en ce qui me concerne, tous les chevaux que j'ai pu emmener au très très haut niveau, c'est des chevaux qu'on a achetés qui avaient 4 ans, 5 ans. Et ce n'est pas des chevaux de grand prix près, parce que de toute façon, on ne peut plus les acheter après, c'est impossible. On n'a pas les moyens en France, et en tout cas. Moi, mon expérience, ça a toujours été avec des jeunes chevaux fabriqués. Et j'essaye tous les ans d'avoir des 4, des 5, des 6 ans. Et si je peux donner un conseil, c'est celui-là. Parce qu'après, ces chevaux-là aussi, tu peux les passer dans le commerce, si tu fais du bon boulot.
pour un jour en trouver un parmi ceux-là qui va te permettre d'aller, en tout cas, jusqu'à ton rêve. Et c'est comme ça qu'en tout cas, nous, à Bois-le-Roi, on a géré l'écurie avec mon père. C'est toujours d'avoir des jeunes chevaux, tout le temps. Et c'est là qu'à un moment ou à un autre, tu croises une perle, à un moment ou à un autre. Voilà, si je peux donner un conseil. Et c'est ce qui coûte le moins cher au départ. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même ce facteur-là qui est pas négligeable, qui est quand même l'achat du cheval. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Je suis dresseuse, et les chevaux de dressage, même jeunes, sont quand même plus coûteux que les sauteurs. Oui. Et c'est malheureusement pas la bourse de tout le monde. On peut être bon, mais si on n'a pas les sous pour s'acheter le cheval, on monte pas de niveau, quoi. Oui. Mais moi, je parle dans ma partie de jumping. Je suis pas assez proche du dressage, et je sais que les chevaux de dressage, c'est un autre débat. Et je sais qu'il faut aller beaucoup plus en Allemagne pour trouver des perles par rapport à l'élevage. Voilà. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai réussi à aller 5 fois aux Jeux Olympiques avec des chevaux qu'on avait achetés à 4 ans ou à 5 ans. Voilà. Nous, c'est vrai que c'est le même système, même en dressage. Corentin et moi, chaque année, on achète des foals. Alors, c'est très long parce qu'ils sont très jeunes et qu'avant, ne serait-ce que de monter dessus et d'avoir une première idée et de faire les premières radios. Et c'est pour ça que je disais, c'est aussi du risque et c'est aussi du pari. Et c'est là où le facteur chance. Alors, effectivement, sur le nombre, si on peut jouer sur plusieurs chevaux, on optimise les chances de résultat, mais effectivement, c'est pas non plus à la portée de tout le monde de se dire on va parier sur chaque foal chaque année et espérer que ça marche. Moi, je vais rajouter une petite chose, c'est que je pense que dans la carrière d'un cavalier, chaque cheval est utile, du cheval de club jusqu'au cheval de haut niveau. Et il sera cheval de haut niveau parce qu'on l'aura rencontré effectivement comme au bon moment. Si on le rencontre trop tôt, moi je repense à des chevaux que j'ai eu plus jeunes. J'aurais sûrement fait différemment si je les avais eu maintenant, parce que j'ai plus de recul, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de savoir-faire. Et que chaque cheval, on peut travailler, un cheval de club, on va marcher 1 heure dehors, on peut se dire tiens, j'ai travaillé un peu l'assiette, je vais machin. C'est un sport où de toute façon, chaque heure accumulée va servir plus tard. Donc il faut vraiment la qualité. Ce qui fait la qualité d'un cavalier, c'est d'arriver à améliorer un petit peu chaque cheval au niveau auquel il est. Et professionnellement, après, c'est de se dire, ce cheval, je vais le mettre dans cette case-là, il va faire tel niveau-là, il va être bien dans sa peau en faisant ça, et c'est là qu'on va arriver de parler de bien-être animal aussi, maintenant, qui est très à la mode, c'est d'arriver à mettre chaque cheval à son niveau dans la bonne case, et qu'il soit bien dans sa peau, et qu'il comprenne à peu près ce qu'il fait. Donc, les chevaux de haut niveau, ça reste un peu quelque chose vers lesquels on court tous, mais je vais pas dire que ça va arriver tout seul, mais au fur et à mesure, si on arrive à améliorer chaque cheval à son niveau, eh ben on va avoir un cheval un peu meilleur, on va avoir un propriétaire qui va arriver, on va avoir ceci, on va avoir cela, et puis au bout du compte, il est possible qu'il y ait le cheval qui arrive, et ce qui fait aussi la beauté de notre sport, c'est que c'est un sport de couple. Il y a des cavaliers, je pourrais en citer, mais je vais pas les citer, ils sont pas ici, mais cavaliers olympiques, qui sont les cavaliers d'un cheval de toute leur vie. Il y a des cavaliers qui ont dressé des centaines de chevaux qui n'auront jamais fait les Jeux Olympiques, et inversement, il y a des cavaliers qui, une fois dans leur carrière, auront rencontrer un cheval avec lequel ils s'entendent parfaitement, mais qui n'ont peut-être jamais dressé un cheval de leur vie, et pourtant ils vont arriver sportivement. Donc le sport, c'est une chose, mais c'est dans la carrière d'un cavalier professionnel, c'est voilà, on peut arriver à améliorer chaque cheval, quel que soit son niveau. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Une autre question, je passe le micro. Oui. Merci. Vous parliez de couple. Et je m'adresse à Camille. Est-ce que Corentin vous prête de temps en temps Gautilas? Et est-ce que vous avez les mêmes sensations quand vous le montez que lui Alors, est-ce que Corentin me prête Gautilas? Je ne sais pas, j'ai beaucoup volé Gautilas. Parce que quand un Gautilas arrive dans une écurie, nous c'est notre premier cheval de cette qualité-là, j'avais pas envie de lui laisser à 100%. On a beaucoup travaillé tous les deux jusque-là sur ce cheval. Je suis beaucoup moins partageuse que lui, donc j'ai beaucoup de chance. Il a monté mon cheval une fois. Donc voilà, il est très généreux et j'ai beaucoup de chance de pouvoir aussi monter son cheval. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a ce fonctionnement d'être 2 cavaliers dans une même écurie. C'est un peu spécial. C'est pas si fréquent. Et c'est vrai que je pense que on est très complémentaires et qu'effectivement ça amène beaucoup de choses. Alors c'est pas facile parce que effectivement cette notion de couple, puis les chevaux on dit qu'ils sont à notre main, mais c'est vrai, c'est comme ça. On a quand même des réglages, même si dans les grandes lignes
Il y a des principes qui sont un peu les mêmes pour tous. À la fin, c'est vraiment le cheval d'un cavalier. Maintenant, je pense qu'effectivement, si on laisse quelqu'un rentrer dans la bulle, ça peut aussi parfois faire avancer plus vite parce qu'il y a des déclics qui peuvent se faire avec l'un ou avec l'autre. Nous, on est toujours, tous les jours, quand moi je suis à cheval, j'ai Corentin et ma mère Isabelle Judet, qui est juge 5 étoiles, qui m'accompagne, qui m'entraîne, et Corentin a toujours Isabelle et moi. Donc c'est un fonctionnement en trio qu'on a, et finalement, parfois d'avoir la sensation à cheval, c'est un peu différent de l'œil à pied, et ça peut apporter encore autre chose. Donc en définitive, je pense que ça nous rend très fort. Ça nous rend très fort et très complémentaires. Une autre question ? Bonsoir. Ma question, c'est comment vous reconnaissez un bon cheval, même jeune, potentiellement? C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Et mon bon cheval ne sera pas forcément ton bon cheval ou le bon cheval de quelqu'un d'autre. Et il faut déjà aussi arriver à trouver des chevaux qui nous correspondent, c'est-à-dire arriver à se connaître soi, quelles sont mes qualités, mes défauts en tant que cavalier, et du coup, quel est le cheval qui correspondra le mieux. On prend l'exemple dans notre discipline de Michael Young, qui est la référence ultime des cavaliers de complet. On voit ces chevaux travailler tous les jours, machin. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. On a l'impression que c'est des petites mobilettes. Et puis tout d'un coup, hop, il va leur mettre un peu plus de pression, il va les dresser parfaitement et il va arriver à faire la performance ultime. Mais c'est des chevaux qui iront parfaitement avec lui, qui n'iront peut-être pas forcément au même niveau avec les autres. Donc il faut arriver à connaître ses qualités, ses défauts, avoir le cheval qui ira avec nous. Et puis après, il y a beaucoup aussi une histoire toujours de feeling. C'est ça qui est bien avec les chevaux, c'est que c'est beaucoup de sensations. Donc il faut arriver à se baser aussi là-dessus. En ce qui me concerne, les 4 chevaux avec lesquels j'ai fait les Jeux Olympiques, que j'ai eu jeune, j'ai jamais pensé qu'un jour j'irai aux Jeux Olympiques avec ces chevaux-là. Donc ce sport en fou, je le dis, je le répète, c'est la vérité. Et j'en ai d'autres où j'ai cru, je dis voilà, j'ai un avion, et puis ça va pas passer parce que le mental ne suit pas, parce que voilà, ça va pas au bout. Ça aurait peut-être pu être avec un autre, pas avec moi en tout cas. Mais c'est l'école de la patience. Des fois, j'ai pris trop de temps sur certains, j'aurais pas dû, d'autres pas assez. C'est assez complexe. Mais l'important, je pense que c'est de prendre en toi d'abord, surtout. Je crois que c'est ça la base, de travailler, de continuer, puis à un moment ou à un autre, il y a un déclic, il y a un truc qui se passe, qui n'est pas toujours explicable. Je pense que mes collègues, à un moment ou à un autre aussi, d'un seul coup, il se passe quelque chose, tu dis, merde, ça va le faire. Et puis c'est ce qui m'est arrivé en tout cas personnellement. Et puis d'un seul coup, tu passes à 1m30, 1m40, 1m50, 1m60, ça va, ça continue. Puis voilà, c'est comme ça. Alors plus tu as d'expérience et plus tu détectes rapidement, parce que c'est ça je pense la différence entre le coup de cavalier. Plus tu as d'expérience et plus tu t'aperçois plus vite que ça va pas faire. Et tant mieux, et quand tu es jeune, tu crois. Et puis des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà. Si je peux me permettre, en tout cas par rapport à mon expérience. Moi, si je peux rajouter, j'ai eu des chevaux qui ont tous fait un certain niveau et c'était pas des chevaux qui se ressemblaient forcément quand ils étaient jeunes. Mais et donc personne ne voulait quand ils étaient jeunes. Et voilà, et c'est là où j'allais en venir, c'est que parfois je demandais un cheval parce que dans mon système en fait on choisit des jeunes chevaux et c'est le point commun quand même, c'est que à chaque fois c'est des chevaux que j'ai connus très jeunes, que j'ai pu fabriquer, former et finalement connaître par cœur. Mais le point commun, c'est quand même que le cheval avait toujours un peu une envie de quelque chose, une envie de travailler, une envie de faire, pas toujours de bien faire, mais de faire. Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que finalement, sur des chevaux presque un peu lambda, avec le temps, ça finit par payer. Mais c'est vrai que c'était des chevaux qui avaient toujours une envie d'évoluer, de faire quelque chose. Ils pouvaient se tromper, mais ça avançait toujours dans un sens ou dans un autre, quoi. Et finalement, en fait, à un moment donné, j'avais ces chevaux-là qui ont fait du très beau sport. Et je me suis dit, j'étais toujours à quelques dixièmes du très joli résultat, quoi, d'une médaille, du podium. Puis je me suis dit, tiens, maintenant, j'ai eu mon expérience et je vais chercher le très bon cheval. Et finalement, là, j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai cherché pendant longtemps. Puis j'étais un petit peu plus catégorique sur mes choix de chevaux.
pas assez d'amplitude, pas assez d'allure, pas assez d'équilibre, pas assez de vitesse. Enfin, je commençais à être un petit peu de plus en plus exigeant sur le choix de mes chevaux. Et finalement, en fait, c'est là où j'ai eu le moins de chevaux. J'ai eu un petit vide. Et voilà, donc du coup, parfois, il faut se contenter un petit peu juste de quelques qualités et ne pas chercher à avoir que des qualités sur les chevaux, quoi. Voilà, moi j'ai des chevaux, comme le disait Philippe, finalement, j'ai ma jument Pivoine qui a fait les jeux à Tryon. Quand on la voyait sauter à 4 ans, 5 ans, on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle ferait sans faute sur le parcours de CSO à Tryon. Et finalement, avec l'expérience, avec le temps, elle a pris un peu de force, elle a pris un peu de technique. Et voilà. Mais tout ça, c'est long, ça peut mettre 10 ans à se fabriquer, quoi. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, notamment ce que Stan expliquait sur le couple et qu'un cheval peut très bien fonctionner avec un cavalier et pas un autre. Et c'est là où il faut pouvoir aussi suivre son instinct. Et pas, alors peut-être que pour le dressage, c'est plus facile parce qu'on voit très tôt comment bougent les chevaux, on voit très tôt les allures et on peut se faire une idée assez vite. Mais cependant, il y a des chevaux qui, pour le plus grand nombre, vont paraître pas intéressants. Et puis, il y a un cavalier qui va se dire « moi, j'y vois quelque chose ». Moi, mon cheval de Grand Prix en ce moment, c'est un cheval qui a été entre les mains de beaucoup de très grands cavaliers, de cavaliers beaucoup plus expérimentés que moi. Et finalement, jusque-là, il n'avait jamais rien fait parce que voilà, ça cliquait pas, c'était pas un bon match. Et ça retire rien à la qualité de ce cheval et ça retire certainement rien à la qualité de ces cavaliers qui ont prouvé qu'ils en avaient dressé des dizaines. Donc je pense qu'il faut aussi à un moment faire confiance à son instinct et à son feeling et puis un tout petit peu y croire. Ça marche pas dans tous les cas, mais quand ça marche, c'est quand même une belle histoire. Tu regardes le film Jablou, mais 3 fois le cheval à Pierre Durand, et 3 fois il n'en voulait pas. Et le cheval était jeune, et voilà, et ça c'est une histoire vraie. Et souvent les grands cracks chevaux ont une histoire un peu à part des autres, j'ai remarqué. Il y a toujours des chemins un petit peu différents, ces chevaux qui ont marqué des cavaliers. Il y a un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que c'est pas très classique en règle générale. C'est toujours des choix typiques un peu difficiles. Que les gens ne regardent pas plus que ça. Puis à un moment, ils croisent la bonne personne et ça devient un crack. En tout cas, dans le jumping, on a remarqué ça assez souvent. C'est beaucoup d'histoires. Voilà. Milton, tous les chevaux qui ont marqué des générations, c'est des choix typiques qui sont tombés à un moment ou à un autre, à un endroit, croiser une personne et boum. Voilà. Ça, j'ai remarqué ça. Merci à vous quatre. En tout cas, encore une question, parce que Alain est extrêmement strict sur les horaires. Donc, on peut encore poser une question? Oui? Tiens, vous n'avez pas de micro? Levez la main, s'il vous plaît. Allez-y, vous pouvez lui passer. Bonsoir. Ma question, elle concerne la concentration et la résistance à la pression. En fait, j'aimerais savoir, vous qui êtes des grands champions, comment vous faites pour résister quand vous rentrez en piste et que dans 30 secondes, la cloche va sonner, pour rester concentré, focus et pas du tout penser à ce qu'il y a au bout du parcours, s'il y a une médaille ou quelque chose qui est très important et qui vous tient tellement à cœur. En fait, comment vous faites? Est-ce que vous faites des exercices de respiration? Est-ce que vous avez une technique en fait pour arriver à ne pas se saboter en fait? Je pense qu'encore une fois, c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il ne faut rien s'interdire. Il y a des gens qui, comme disait Camille, vont avoir besoin d'un préparateur psychologique très tôt et il faut travailler ça. Il faut savoir. On sait très bien si on va avoir tendance à être angoissé quand on va rentrer dans l'arène ou si on va, au contraire, si ça va nous rendre encore plus forts. Donc il faut arriver à se connaître parfaitement et pour après adapter son entraînement. Il y a des gens, si vous pensez tous les jours que vous allez être dans l'arène des Jeux Olympiques le jour de la finale, le jour où vous y serez, peut-être que ça va passer comme
comme une lettre à la poste, ou alors vous savez que vous allez vous mettre beaucoup de pression, donc il faut travailler psychologiquement. L'idée, c'est quand on arrive sur un parcours, enfin je schématise un parcours de quelque niveau que ce soit, se dire il y a moi, mon cheval et le parcours, et rien d'autre. Tout l'environnement, que vous soyez en concours d'entraînement ou que vous soyez aux Jeux Olympiques dans un stade plein, il faut arriver à en faire complètement abstraction. Donc après, avoir à chacun, mettre le curseur au bon endroit pour se dire j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille, je suis capable de le faire. Mais le but, c'est d'arriver à rester concentré effectivement sur cette technique sans se faire envahir par l'événement, ce qui est d'autant plus vrai pour les Jeux Olympiques et d'autant plus vrai pour les Jeux Olympiques en France, parce que ce qui est amusant quand on l'a vécu, c'est que on sent une pression qui monte, qui est incroyable du staff, des propriétaires, de machin, de tout l'engouement, des médias, etc. Et qu'il faut arriver à un moment à se mettre un peu dans sa bulle, à résister à ça et à dire moi, il y a moi, mon cheval, la technique et tout le reste. À un moment, il faut que je fasse abstraction de ça. Et donc ça, il faut y penser effectivement pour arriver à personnaliser cette préparation. J'imagine, je suis pas sûr, hein, parce que pour lui, c'est peut-être pas évident. Je sais, mais je veux dire. C'est-à-dire que tu as parfois c'est compliqué. Parfois, si tu veux, il faut savoir bien s'entourer par la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et je pense que c'est dans moi, en ce qui me concerne, par exemple, les derniers Jeux Olympiques, j'ai essayé de me projeter à ceux d'avant pour savoir qu'est-ce qui m'avait dérangé et qu'est-ce qui m'avait aidé, déjà. Ça, c'est un truc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même là-dessus, avec un préparateur mental, et ensuite m'entourer de ce que j'avais besoin, moi, perso, parce que ça reste un sport par équipe, mais c'est quand même un sport individuel où tu mets 4 individuels ensemble. Enfin, il faut dire ce qu'on veut. Et les 4 meilleurs, et après, tu fais cohésion pour en tout cas avoir l'esprit d'équipe. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai essayé vraiment, pour les derniers jeux, d'essayer de préparer très très tôt tout ça. À partir du moment où j'ai pensé que j'avais une chance d'y aller, c'est toujours pareil, pas non plus, ça sert à rien d'aller trop vite. Mais voilà, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, pour qu'au moment où tu rentres en piste, après ton ennemi, c'est le parcours, c'est pas les autres, c'est de pas penser aux autres. Tu vois, nous les derniers jeux à Rio, on savait même quand Postier rentre en piste en 3e, on savait même pas que si Postier c'est sans faute, on était les champions olympiques. Tellement on était concentré sur l'objectif, rentrer dans la piste, faire sans faute. C'était ça et rien d'autre. On a un parcours, on ne s'occupe pas des autres, on tire sans faute et on fera les comptes à la fin. Et on a fonctionné comme ça pendant 4 jours, en étant très soudés, parce que ça c'est la base, et puis très près de nos chevaux aussi, parce que voilà, c'est eux qui sautent, hein, c'est pas nous. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai géré la pression, parce que je te garantis que quand tu rentres en piste pour une médaille d'or, c'est pas pareil qu'une compétition de tous les week-ends, même très très grosse, parce que tu sais que si tu rates, le week-end prochain, t'en as une autre. Et là, l'objectif de ta vie, c'est quand même ce genre d'événement où tu travailles tous les jours pour ça, et qu'à un moment ou à un autre, tu as au bout des doigts, si tu veux, cette éventuelle médaille. Il ne faut pas rater là. On a été à Los Angeles, on est 4e. Pierre Durand tombe avec Japlou, sinon on avait une médaille d'or, on finit 4e. Je me suis retrouvé au jeu de Sydney, pareil, on finit 4e. C'est pas confortable 4e, parce que c'est une très belle performance aux Jeux Olympiques d'être 4e. Et c'est pas confortable du tout. Et à chaque fois, tu l'as au bout là, et paf, ça tient à rien, Donc voilà, en tout cas c'est compliqué parce que là tu as 2 minutes, c'est les 2 minutes de ta vie, quoi, voilà. Et tu dois les gérer au mieux. Eh bien, merci beaucoup. On va vous applaudir. Encore une fois, applaudissez-les. Donc nous allons passer à la 3e phase, où on va remercier les uns après les autres nos cavaliers. Si tout s'est passé comme je le souhaitais, vous êtes rangés par discipline. Donc on va vous appeler par discipline. On a parlé de Corentin. Corentin, il est déjà parti parce qu'il conduisait le camion. Et Camille, elle part tout de suite derrière. Donc on va la laisser partir assez rapidement. C'est toi qui conduis, Camille, aussi, non? C'est maman? Chacun son tour.
Ça fait combien de kilomètres? Ouais, c'est ça, oui. Donc, d'accord. Comme vous m'avez l'air timide, j'appelle Anaïs Giry, Marine Bétron, Stéphanie Pires, Lisa Petit-Colli, Luna Renaudin, Loueden Commange, Églantine Fossa et Sylvie Larcher. Alexia. Voilà. Anaïs Giry. Pourquoi il fait ça à chaque fois? Marine Bétron. Stéphanie Pires. Vous pouvez les applaudir. Lisa Petit-Scotti. Elle est championne de France, hein. Luna Renaudin, Asconnet Grand Prix. Ils sont là, nos espoirs, hein. Églantine Fossa. Et Sylvie Larcher. Elle est où? Elle est là. Et Lou Eden comment? Et elle est où, Lou? Elle est là. Elle est là. Je l'avais gardée pour la fin. Donc, vous voyez, on les a mis en ordre croissant. Vous voyez les premiers nommés, les progrès que vous allez avoir à faire pour atteindre le niveau de Lou, des autres. Hein. Voilà. Félicitations à tous et à toutes. J'appelle la voltige. Est-ce que Camille veut bien distribuer la voltige? Elle est là. Donc j'appelle Océane Guéant, Marina, Maïlis Marlin, Léna Dao-Duclong, Baptiste Terrier et son frère, il est là. Je vous signale qu'il est venu exprès, il est vice-champion du monde de voltige pour la dernière Coupe des Nations. Il est venu exprès pour nous ce soir. Donc la suite. Petite photo. Il veut plus. C'est bon. Je gère. Donc, je vais leur donner les... Non, mais c'est parce qu'on ne s'est pas entraîné, on ne l'a pas fait, et sinon on s'en va tout. Maëlys, elle est là. Léna. Les deux frangins, là. Baptiste et Dorian. Voilà. Pour suivre, nous allons demander, merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir, elle a voulu rester L'Equifil, qui va donc remettre les prix de l'Equifil? Eh bien, je vais demander à Monsieur Zukovic, je vais vous donner une information en complément. Vous avez compris qu'on travaille beaucoup sur le développement des disciplines émergentes. Donc, c'est pas qu'on trouve qu'il y a trop de disciplines olympiques, mais c'est qu'on veut développer les disciplines émergentes. C'est pour ça qu'on les a mis ici ce soir. Et par exemple, dans l'Equifil, on n'a qu'une personne qui a accepté de venir ce soir et je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de Célia Leduc.
petite photo. Vous aurez le droit à des photos avec vos champions après, hein, puisqu'ils restent jusqu'au bout. Nous allons maintenant, et c'est Philippe qui va se mettre à la tâche, nous allons appeler le Pony Game. Mélodie Bergeron, Christine Juson, Cyril Moret, Jean-François Lesca, Damien Bultel, Anne Bayeux, à nous rejoindre sur la scène. D'accord. Donc, Mélodie, il est où notre champion? Il est là. Donc, Mélodie Bergeron. Elle est où, Mélodie? Elle est là. Toi, Tam, tu es de l'autre côté. Mélodie. Ouais, mais ça va aller. Ils n'ont pas eu leur trophée. Ils n'ont pas eu leur trophée. Christine, elle a son trophée. Cyril, elle a son trophée. Jean-François, Damien et Anne. Voilà. J'en profite pour donner un petit couplet. J'en profite pour donner un petit couplet sur le Pony Game. C'est une activité très attractive qui s'exerce en équipe. Alors au début, c'est très simple, c'est très facile, mais quand on monte au niveau comme Anne, par exemple, vous pourrez voir, je vous invite à venir regarder, c'est une vraie compétition. Applaudissez-les. J'appelle le tir à l'arc. Voilà les Indiens. J'appelle Jade Dagneau, Julien Delangue. C'est Philippe encore. Ouais, boulot. Lucas Boudin-Legray, qui est venu avec sa famille. J'avais compris qu'on avait invité que la maman et pas le papa ou l'inverse. On a remédié à cela, puisque les parents sont là aujourd'hui. Et j'appelle William, le frère. Bravo à tous. Donatien va venir récompenser le Hunter. C'est pas tout à fait un hasard, parce que si vous regardez monter Donatien, vous comprendrez pourquoi il aime le Hunter. Je me trompe ? Pourquoi il monte si bien, ça, c'est à vous à le voir. J'appelle Naomi Gopicinato, pourtant j'ai révisé. J'appelle Frida Elvig Guilhem, Camille Vérinck, Magali Kozinski, Marine Vérag, Océane Ferré, Julie Guedge et Ève Brun. Ouais, bah, elle n'a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu. Ouais. Bravo. Le suivant, c'est le CSO. À votre avis, qui va remettre le CSO? Qui va remettre les prix du CSO?
Je sais que vous êtes tous venus pour voir Philippe. Comme on l'a évoqué, le CSO est une discipline très développée et c'est pour ça que nous avons trouvé 19 champions. Du plus petit niveau au plus haut niveau. Donc, on va appeler Ninon, qui va venir avec... Je voulais commencer par Ninon, parce que Ninon est non-voyante. Et je vous demande de l'applaudir. Vous avez entendu ce qu'a dit Philippe, hein? Bravo Ninon, je vous demande de l'applaudir. Ensuite, vous pouvez reste là Ninon, hein, mais on va appeler tes collègues. Sophie Labarre. Anaëlle Collet. Julie Verdun. Ronan Robriard. Vous voyez, il y a des garçons, hein. Magali Mantet. Est-ce que tout le monde va tenir? Louane La Paubrée. Célie Germain. Prune Fralin. J'ai oublié Salomé. Salomé Voteling. On va mettre devant. Et Emma Gay-Le-Breton. Ça, c'est pour le premier groupe. Donc, je vais dire juste un mot sur Emma. Emma fait partie des cavaliers en devenir, puisqu'elle a déjà été classée dans des épreuves internationales de moins de 25 ans. Vous pouvez l'applaudir. Et pour continuer sur le CSO, Lilou Arapaki. C'est les petits là qu'on a dit. Florence Brouard. Alban Chaumette. Non, ça roule bien. Hein. Astrid Deval. Amélie Moura de Castro. Zoé Maréchal. Elle est là, Zoé, oui. Gaël Rotkopf. Et Fabiola Versini. On a prévenu la cantine.
5 minutes pour les photos. Applaudissez-les. Vous pourrez vous faire prendre avec les champions, puisque notre photographe est là pour faire les selfies et autres. Sans transition, ou plutôt avec une transition, nous allons passer au concours complet. Et là, on va faire venir Donatien. Nous avons une belle brochette de cavaliers de concours complet. Bon, personne n'ignore que c'est ma discipline favorite. Hein. J'appelle Inès Azoui. On va les laisser partir. On est presque en avance. Victoria Bernardo. Muriel Alister. Elle est où, Zoé? Zoé Ballot. Émilie Van de Velde. Hélène Brière. Camille Moreau. Camille Moreau. Vous pouvez les applaudir, ces valeureux cavaliers. Tu vas bien. Et je terminerai par le Derby Cross. La fédération a innové pour proposer des disciplines nouvelles. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et le Derby Cross présente beaucoup d'intérêt aujourd'hui et on commence à avoir pas mal de monde. Si vous regardez un petit peu les résultats, il y a 330 cavaliers qui vont courir le championnat de France de Derby Cross la semaine prochaine à Grosbois. Et c'est M. Zukovic qui va remettre. Donc, j'appelle Claudine Bécourt. Elle est championne de France poney élite. Et j'appelle Emma Pacula, championne de France As poney 2. Voilà, nous avions passé un peu de temps avec nos cavaliers. Moi, j'aimerais bien aussi dire un mot à tous les coachs qui travaillent sans relâche, qui sont présents aujourd'hui. Ils vont nous lever la main, là. Qui sont les coachs qui sont là? Fais pas le timide, toi. Hein? Cette soirée va se poursuivre de manière un peu plus festive et amicale. On espère garder le maximum d'entre vous. On vous a prévu un petit cocktail. Je crois que vous êtes venus pour ça, en fait, non? Bien sûr. Ouais.
Je voudrais vous remercier tous d'être venus. Je voudrais remercier les coachs, les dirigeants, les officiels qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Et cette première expérience, nous le souhaitons vivement au niveau de notre comité, se renouvellera parce qu'on a vraiment le sentiment que mettre à l'honneur nos cavaliers est un moment privilégié dans la conduite de notre sport. Donc je vous remercie tous. Bon, je vous invite à vous avancer, vous allez être guidés par... Alors, j'ai quand même oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un qui a fait une grosse partie du travail, c'est Béatrice. Et Béatrice, tu vas monter sur la scène. Si, bien. Non, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé, fait les listes, imprimé tous les papiers qui sont sur les chaises, etc. Bravo à toute l'équipe du comité départemental et du CREF. Je vais remettre un petit souvenir à Béatrice. Voilà. Je voudrais remettre un petit souvenir à nos cavaliers. Hein ? C'est moi qui remets le trophée, là. Elle va vous remettre un petit trophée. Bon, c'est bien modeste par rapport à une médaille d'or. Hein. Félicitations. C'est un commencement. C'est un commencement. Camille n'est pas là. Non, mais je le garderai pour Camille. Ah, bah, vas-y.